Hello les amis, on se retrouve pour le 10e épisode. 10e épisode de S'entreprendre. On a passé la barre des 9. Je l'ai dit au dernier épisode, la barre des 9, c'est la moyenne des épisodes qui sont faits par les podcasteurs. Et à partir de 9, souvent les gens arrêtent. Donc voilà, c'est un peu une moyenne. Donc on a passé la barre des 9, c'est-à-dire qu'on est parti sur une magnifique lancée. On va pas s'arrêter tout de suite, pas du tout. On va continuer à fond sur ce format. Et surtout, je suis très content parce que j'ai pu bien me poser, bien structurer. J'ai passé 2 heures ce samedi matin à gratter, écrire pour cet épisode. Et franchement, je suis très content. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré. Et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Pour les personnes qui découvrent le podcast, je suis Alexis, je suis le CEO et le cofondateur de Gross Hiring, une entreprise qui forme les recruteurs à toutes les techniques commerciales et marketing. On les aide tout simplement à aller chercher plus de candidats qualifiés et à automatiser leurs tâches chronophages, voilà, tout ce qui peut leur prendre du temps et qui passe plus de temps tout simplement avec leurs candidats. Aujourd'hui, on est une équipe de 25 personnes. On a choisi le modèle de collectif de freelance, en tout cas d'indépendants. Donc, on travaille essentiellement qu'avec des indépendants. On est 3 fondateurs, Hugo, Marilou et moi-même. Et ça fait 3 ans qu'on existe. On a accompagné plus de 60 boîtes, formé plus de 700 personnes. Et on est sur une magnifique lancée d'une boîte qui marche, qui est rentable et où on se fait kiffer dedans. Donc franchement, quoi de plus beau? Et surtout, on a du temps pour créer du contenu comme celui-ci. Donc c'est génial. La structure que je vous propose, c'est un peu la même que d'habitude, mais je la reformalise. Actualité de la semaine, actualité perso, pro, je vous partage un peu tout et même quelques petits enseignements que j'en tire. Et finalement, enseignement de la semaine. Donc ça, c'est vraiment les topics que j'ai envie de vous partager. Donc là, il y en a 7 que j'ai sélectionnés. Le premier, c'est le digital est un moyen pour créer des relations qui sont réelles. Le deuxième, traiter chaque deal comme une dissertation. Je pense qu'on va reformuler ce deuxième, ça va être plutôt chaque proposition doit être une dissertation et chaque client doit être un patient. C'est déjà un peu plus stylé. Troisième petit point, les petites victoires ont beaucoup de saveur. Quatrième, le contenu égale crédibilité. Cinquième, s'entourer des meilleurs qui resteront longtemps. Sixième, ne pas remettre en question la stratégie, mais modifier la tactique. Et finalement, le dernier, le septième, avec un mental de guerrier, rien ne peut vous arrêter. J'espère que je vous ai bien teasé. Vous allez rester jusqu'à la fin et écouter tous ces petits enseignements. Franchement, je suis assez content, assez fier de tout ce que j'ai pu produire. Ça me fait grave plaisir d'avoir pu mettre ça par écrit, bien pensé et bien structuré. J'espère que ça se fera ressentir dans l'épisode et que ce sera un régal à écouter. En tout cas, voilà, moi je prends du plaisir et j'espère que vous en prendrez tout autant. On commence par les actualités perso de la semaine. Perso, on a eu une semaine plutôt télétravail, moi de mon côté. Hugo et Marilou sont à Lisbonne. Je les rejoins ce dimanche, donc ça va faire plaisir. J'ai hâte de prendre l'avion. Donc c'est demain. Je vais prendre l'avion à 7h du mat pour arriver à 9h là-bas. Donc on va se faire une petite journée tranquille tous les trois. Et j'y vais aussi avec ma copine. Donc on va arriver là-bas. Je pense qu'on va se faire un déj et puis après faire du surf comme on aime bien faire. Donc franchement, j'ai trop hâte. Et cette semaine, du coup, qui était très tournée télétravail, en vrai, ça m'a fait quand même pas mal de bien. Ça m'a permis être tranquille, pas trop de déplacements, être plutôt posé. Et je travaille quand même beaucoup mieux quand je suis chez moi. En tout cas, en termes exécution, j'ai mon double écran, voilà, j'ai mon bureau. Je suis beaucoup plus au calme. J'ai pu aussi passer plus de temps avec ma copine. C'est bête, mais même si on est tout le temps ensemble, passer du temps avec quelqu'un et passer un moment, c'est quelque chose qui est différent. Donc ça, c'est Martin Crégu de la Founders et maintenant de Demain Factory, donc le média d'entrepreneurs qui vient de lancer, qui m'avait partagé cette phrase, qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est vrai, en fait, on passe beaucoup de temps avec plein de gens, mais on se rend pas compte qu'on passe pas des moments de qualité. Et donc, faut créer ces moments de qualité. Et c'était important, donc c'est ce qu'on a fait aussi cette semaine.
Le sport, petite actu sport très simple, course, nage, vélo. Là, cette semaine, j'ai fait les 3. Je reviens tout juste d'une session de vélo. C'était tranquille, rythme, tranquille, la course s'intensifie un petit peu parce que je prépare une course qui a lieu dans 1 mois. Mais sinon, le planning, natation et vélo, franchement, on reprend ça tranquillement. J'ai commencé un nouveau livre qui s'appelle «La vie secrète des arbres» et franchement, ça me fait plaisir de lire des livres, un peu moins business, en tout cas le soir. Le soir, je suis vraiment souvent fatigué. Quand je lis des trucs business, en fait, ça me prend beaucoup trop d'énergie, je m'endors dessus et en fait, ma tête, elle pique du nez un peu comme ça, elle tombe. Alors que des livres un peu plus, romancés et là, d'autant plus, c'est une BD. Je l'ai acheté en BD, donc de base, c'est un livre qui n'est pas du tout en BD, mais voilà, ils l'ont refait en mode BD et hyper, hyper intéressant. Les petits, les highlights, en tout cas les trucs que j'ai retenus de ce livre qui m'ont beaucoup marqué, c'est qu'un arbre, je sais pas si vous savez ça les amis, mais un arbre a énormément de racines et qui vont très, très loin. On s'imagine pas du tout que ça peut aller aussi loin et notamment les racines d'un arbre peuvent aller jusqu'à 1,4 hectares autour de lui, donc du 2500 m². Je sais pas si vous imaginez, mais c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Et donc tout ça dans le sol. Aussi avec les racines, on a d'autres choses qui s'appellent les mycélium. J'espère que je le dis pas mal. En tout cas, j'espère que les fans de forêt et de nature qui écoutent ce podcast me tueront pas. Mais mycélium, globalement, c'est des sortes de racines en plus qui vont choper les nutriments. Et donc ça, c'est souvent aussi un biais via lesquels les arbres peuvent communiquer entre eux. Je vous en dis pas plus parce que je suis à cette étape où il va commencer à parler de ça. Mais globalement, il faut savoir que les arbres peuvent communiquer entre eux. Les arbres aussi, ça aussi je pense qu'on sait tous qu'ils ingurgitent du CO2 et ils extraient de l'O2. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas couper les arbres et que tout le monde gueule là-dessus. C'est pas juste parce que, il y a moins de vert dans le paysage, c'est parce que, ça nous permet quand même d'avoir une meilleur oxygène. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que la nuit, ça s'inverse. Ça s'inverse et ça devient un poumon humain. Globalement, en gros, ça va prendre de l'O2 et recracher du CO2 pour tout simplement que les sucres, les lipides et l'azote descendent dans les racines. Donc voilà, je ne savais pas du tout ça et ça m'avait appris un nouveau truc. Et finalement, la dernière chose que j'ai apprise qui m'a aussi touché et marqué, c'est que 25% des animaux terrestres que l'on a sur ce monde sont dans la terre. Et en fait, il y a plein d'insectes, de choses qui sont dans la terre qu'on connaît pas du tout et des espèces, des animaux, des insectes qui ont, 6 000 espèces, différentes. Bref, c'est hallucinant et donc voilà, 1/4 des animaux terrestres sont dans la terre donc je vous invite à creuser, au maximum pour voir justement tous ces petits trucs. En tout cas, je me rendais pas compte que c'était aussi présent. Dernier point de cette semaine sur la partie perso, je suis allé à un spectacle de théâtre d'impro. Pour ceux qui ne savent pas, mais en vrai, je pense que personne ne le sait vraiment. J'ai fait 1 année de théâtre d'impro. C'était quand? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans et c'était franchement incroyable. Ça m'a beaucoup permis de me sortir de ma zone de confort, prise de parole en public et surtout imaginer des choses, créer des choses à partir de rien. Le théâtre d'impro, c'est quand même génial pour ça. On va partir, le concept, c'est vraiment on a une situation. De temps en temps, c'est un thème qui est lancé, peut-être un mot avec lequel on va pouvoir, jouer ou utiliser et on va créer une histoire à partir de ça. Donc faut créer, une plateforme, on appelle ça une plateforme, donc c'est être le cadre dans lequel on va être. Est-ce qu'on va être dans une salle d'attente? Est-ce qu'on va être à l'hôpital? Est-ce qu'on va être dans la rue? Donc il faut, montrer ce cadre-là à partir de rien du coup aux spectateurs. Ensuite, il y a des personnes qui vont intervenir avec toi et donc ces personnes-là qui interagissent avec toi vont faire des propositions, donc rebondir sur des choses, proposer des situations, proposer des actions et donc là, il faut accueillir justement ces actions pour, jouer avec et donc hyper intéressant aussi en termes de communication, de bien faire attention aux uns et aux autres
pour, intégrer les bonnes infos et surtout, continuer l'histoire. Ce que j'ai adoré dans cette, ce que j'ai adoré dans cette représentation plutôt, on avait 4 comédiens et donc là, on était parti vraiment de rien. Ils nous demandaient justement des films qu'on avait pu voir ou des séries ou des dessins animés. Il y a 2 thèmes qui sont sortis, donc Fantomas, moi j'avais jamais vu, apparemment c'est un gars qui change de masque à chaque fois et cetera. Bref, il est recherché par la police et après Foot de rue. Donc c'était vraiment 2 univers totalement différents et c'était hyper captivant parce que vraiment pendant 1 heure et demie, j'étais plongé dans les scènes qui jouaient pour relier ces 2 mondes. Donc ils jouaient sur ces 2 thèmes, Fantomas et Foot de rue, ils arrivaient à faire un lien entre les 2. Il y a des petites leçons business que j'ai tirées de ça, c'est qu'ils ont réussi à augmenter la valeur perçue de leurs prestations juste avec quelques phrases. La première, avec 2 phrases exactement. La première, c'est qu'au tout début de la représentation, ils nous ont dit: «On va mêler l'impossible, Fantomas et foot de rue. Comment on va pouvoir faire ça? C'est impossible». Globalement, ils arrivaient à nous mettre ce côté: «Waouh, en fait, on se rend compte que la prestation, s'ils arrivent à le faire, déjà pari gagné et nous, on est satisfaits, mais surtout compétence de ouf». Donc il y avait un côté image perçue de la compétence de ces personnes qui était incroyable. Et deuxième chose, c'était à la fin de la représentation, ils nous ont remerciés, tac, ça applaudit, et cetera. Et après, ils nous ont dit: «Vous avez vu cette scène, ce que vous avez vu là, vous la verrez qu'une seule fois dans votre vie. Vu que c'était de l'improvisation, c'est une chose qui ne se reproduira plus jamais». Donc pareil, un sentiment de rareté, de se dire qu'on a vécu un moment qui était unique, une expérience unique et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette valeur perçue en plus qu'ils ont pu apporter. Ça me fait une transition parfaite pour parler un peu, de la partie business. Cette semaine business, j'ai eu, des événements sur lesquels je suis allé, notamment l'événement de la BPI France sur recruter les meilleurs. Donc, hyper intéressant d'aller au contact des personnes qui sont, ultra, ultra, ultra expertes dans le domaine du recrutement. Notamment, il y avait Antoine Fraise qu'on, Fraise, je sais jamais comment on dit, son nom, mais qui est un investisseur et un investisseur très connu, notamment qui a investi dans les boîtes dès le début. Notamment, il était l'un des fondateurs de Doctolib, Malte, voilà, il avait connu des gros succès comme ça. Et à chaque fois, pour ces entreprises qu'il accompagne, le truc le plus important et que lui fait, c'est le recrutement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, il y avait aussi d'autres intervenants sur ce domaine-là. Donc, il a partagé plein de bonnes pratiques sur le recrutement dont on pourra parler juste après. Et surtout, c'était pas mal d'être en physique pour serrer des pinces, voir des gens. Et on en reparlera aussi juste après. C'est un enseignement de cette semaine. Cette semaine aussi, plein de meetings. Je pense que déjà tous les après-midi, c'était blindé de meetings et aussi les fins de matinée. Donc ça, c'est assez dur. Là, vraiment, j'échange avec plein de gens. Du coup, tant mieux, on rencontre du monde. Mais franchement, ça m'a vidé de mon énergie. C'était abusé, abusé, abusé. Et du coup, là, ça me fait du bien d'être sur un week-end plutôt tranquille, plutôt chill. Je crois que je suis même pas sorti. Je suis sorti une fois là dans la semaine. Mais sinon, franchement, je voulais vraiment être au calme avec mes pensées, avec mon contenu, avec l'écriture et surtout pour vous partager tout ça. Donc une grosse victoire, gros succès et je suis content d'être, avec moi-même. Franchement, ça fait du bien. Je prends une petite gorgée d'eau et je reviens. Mmh. Pas oublier de s'hydrater, c'est important, même en écoutant des podcasts. Hydratez-vous. Donc semaine intense, mais qui a payé. 3 deals qui ont été signés, ou en tout cas accord, oral. Attention, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs, ça me fait drôle, c'est drôle cette phrase, cette maxime, je sais pas comment on appelle ça, cette expression. Parce que tu imagines le mec qui va vendre vraiment une peau de l'ours sur un marché. J'imagine vraiment le gars dans la situation où le mec lui dit: «Bah ouais, je te l'achète ta peau de l'ours, très bien, je te donne, 100 balles». Et après il doit se retrouver à aller tuer un ours et aller chercher l'ours et c'est vrai que c'est pas du tout le même game. Donc quand on imagine vraiment l'histoire, on se rend compte que ça fait tout son sens et donc effectivement attention, un devis qui n'est pas signé n'est pas un devis gagné. Donc voilà,
Mais pas mal de belles rencontres, beaux contacts et de nouvelles missions qui arrivent, donc ça fait plaisir. Ça m'a permis de célébrer aussi pas mal de petites victoires cette semaine et même dans les périodes où c'est dur, là, on travaille beaucoup et c'est intense, mais on a des petites victoires, on a des succès et faut les savourer et ça, pareil, on en reparlera juste après. Et finalement, les gros sujets qui se sont finalisés, c'est les use cases. Donc on a fait plein de use cases clients, on en a 7 qu'on a pu accompagner avec des résultats concrets à montrer et qu'on va pouvoir, surtout qu'on a documenté et qu'on va pouvoir exposer. Et donc ça fait zizir aussi, ça fait trop plaisir parce qu'on va pouvoir alimenter la partie, proposition ou expérience commerciale, rassurer les gens pour leur dire: «Votre sujet, on le connaît, on le comprend, on a eu des résultats». Et surtout, on va pouvoir envoyer du market, du contenu à fond pour attirer aussi de nouveaux clients. Donc on a une partie de la feedback loop là qui marche plutôt bien, produit, market, sales, un gros win et après c'est comment on arrive à avoir une loupe beaucoup plus macro avec une prise de hauteur énorme de voilà la partie commerciale est en contact de clients potentiels qui ont des objections sur ça, donc il faut peut-être développer des nouvelles features. Voilà, il y a encore un gros sujet macro de comment les retours commerciaux alimentent le produit, comment le produit qui se développe alimente les propositions commerciales et alimente aussi le marketing. On a commencé à avoir les premières briques avec les use cases, mais ce n'est que le début. Voilà les amis, j'ai fait une intro de 16 minutes 30 sur les actualités de la semaine. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que les petits enseignements qui sont partagés apportent de la valeur. Et on va passer aux enseignements de la semaine sans plus attendre. Et on est parti pour le premier. Le digital est un moyen pour créer des relations réelles. Et quand je dis un moyen, en fait, c'est plutôt de partir du principe que c'est seulement un moyen. Et que c'est pas comme ça qu'on va seulement créer les relations, c'est pas juste en envoyant un message sur LinkedIn, c'est pas seulement avec un email, c'est pas seulement via une visio. Ça, c'est tout bête, mais aujourd'hui, on fait énormément de visio. Même nous, notre activité, on l'a pensée pour qu'elle soit digitale. On veut pas faire de formation en présentiel. On va de temps en temps en présentiel. Notamment, là, j'ai fait un événement qui s'appelle... j'ai participé à un événement, j'ai été invité au Syntec. Donc le Syntec, c'est un collectif qui regroupe du coup les cabinets de recrutement qui sont notre cible. Donc là, on avait, dans le Syntec, il y a à peu près 80 cabinets de recrutement. Et sur place, je pense que devait y avoir une quarantaine de personnes qui étaient des dirigeants de cabinet, donc typiquement les personnes avec qui j'échange chaque semaine et qui sont dans ma cible. 40 personnes au même endroit. C'était incroyable. Et franchement, c'est une aubaine folle. Et ça m'a fait comprendre, parce que du coup, j'ai des personnes qui m'ont partagé leur carte de visite, j'ai des personnes que j'ai appelées aussi dans les semaines à venir juste après, en leur disant: voilà, on s'est vu au Syntec, j'aurais bien aimé qu'on échange. Quasiment 100% des personnes que j'appelais étaient chaudes pour prendre un rendez-vous avec moi et qu'on échange. Alors que quand je fais du call call ou quand on contacte des personnes à froid, elles ne nous connaissent pas, donc c'est évident. Et donc c'est beaucoup plus dur d'aller chercher un rendez-vous. Et donc ça m'a fait dire que, surtout dans notre cible là qu'on adresse, il faut pas privilégier, mais en tout cas utiliser le présentiel comme un moyen aussi pour créer ces vraies relations. En tout cas, c'est un levier qui est hyper important pour eux, ce côté rencontrer les gens. Et souvent, on l'oublie, surtout quand on est dans le digital, dans le SaaS, dans la tech, etc. On oublie ce côté physique. Et pourtant, c'est comme ça qu'on fait du business, en tout cas que les personnes avec qui on échange, en tout cas dans notre cible, ont l'habitude de faire du business. Et il y a même une personne du coup que j'avais eu suite à cette conférence. On avait fait une visio et moi j'allais partir du coup à Lisbonne là sur les prochaines semaines. Et du coup bref, il y avait une personne dans la réunion qui disait voilà, il fallait qu'on se voit. Malheureusement, Alexis va partir, du coup il va pas pouvoir nous voir en physique, mais on se fait une visio. Et du coup la personne que j'avais en face de le président du cabinet a commencé à dire: «Ah mais c'est pas grave, avec Alexis maintenant on se connaît, on s'est vu, on s'est rencontrés, c'est bon». Et en fait la case rencontrer,
vu en vrai, en physique, j'ai l'impression que ça débloque des trucs chez les personnes qui est juste incroyable. En tout cas, dans la vente, on gagne des points de confiance qu'on n'aurait pas du tout eu seulement avec une visio, seulement avec un webinar. Là, on a vraiment un côté, la personne a fait une conférence, elle a associé crédibilité, authenticité, expertise, sympathie, et du coup, c'est validé. Et donc ça, j'ai adoré ce concept-là de se dire que ces actions en physique, en fait, elles ont de l'impact et il faut les utiliser. En fait, c'est comme, là j'y pense, c'est un peu comme les grands-parents. Je sais pas si vous aussi, vos grands-parents, soit avant ou soit s'ils sont toujours là parmi nous, ils avaient ce côté. Moi, je sais que je pouvais pas inviter, par exemple, des personnes en vacances dans la maison de mes grands-parents quand ils étaient pas là, s'ils ne les connaissaient pas. Et dès que je leur présentais des personnes, s'ils voulaient revenir ou venir chez eux, bah là, c'était bon, c'était validé parce que je connais. Et cette case de «je connais», pareil, c'est tout bête, mais les gens, en fait, ils sont méfiants, j'ai l'impression. Et du coup, le côté physique, voilà, rassure et permet de, générer des belles relations. Je m'éparpille, je m'éparpille, je m'éparpille. Bref, ce que je retire de tout ça, c'est que rien n'aura le plus d'impact que le physique. Par contre, on peut pas faire du physique tout le temps. Il faut bien avoir la bonne balance entre à quel moment je fais des actions en physique et donc conférences, c'est génial, rassemblements, événements et cetera. C'est la bonne occasion parce qu'on a un meilleur rendement du nombre de personnes qu'on va pouvoir voir à l'instant T. Mais il y a certains moments où il y a des deals, il faut aller les voir en physique. Si c'est un gros deal qui est important, qui peut être game changer pour la société, allez voir en physique. Et même, ça vous permettra d'avoir des objections beaucoup plus sincères, d'avoir une vraie discussion. Et une discussion en physique est totalement différente qu'en visio. Donc, il faut trouver ce juste milieu. Et la conclusion de tout ça, selon moi, il faut serrer des paluches, tout simplement. Aller voir les gens, serrer des paluches. Et même là, c'est bête, mais à l'événement de la BPI cette semaine, j'ai revu Antoine, du coup, qui faisait la conférence. Mais on s'était déjà vu, on se connaît plutôt bien. Bien, on s'est vu quelques fois. Et donc, on a développé une sorte d'amitié professionnelle. Et donc, il m'a mis en relation avec 2 personnes, tout simplement juste parce qu'on s'est revus. Et ce qu'il n'aurait peut-être pas fait si je lui avais juste envoyé un mail. Donc voilà, faut pas oublier que l'on reste des humains. On va passer au deuxième point, deuxième enseignement. Traiter chaque deal comme une dissertation. Je prends une petite gorgée d'eau encore. Et après, je pense que je serai lancé pour au moins 3-4 enseignements sans boire de l'eau. Ok. Traiter chaque deal comme une dissertation, ouais, je voulais le renommer. Le mieux, c'est faire que chaque proposition soit une dissertation et que chaque client soit un patient. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir du coup une même proposition type. Souvent, quand on a une offre qui est plutôt établie, on a des templates, on a des propositions types qu'on a l'habitude de faire à son persona, et son persona, souvent, il a toujours les mêmes problématiques. Nous, chez les cabinets de recrutement, c'est souvent toujours les mêmes enjeux. Comment je vais aller contacter plus de candidats qualifiés? Comment je vais améliorer mes taux de réponse? Comment je vais trouver les bons outils sur le marché? Comment je vais améliorer la productivité de mes équipes? Et comment je vais faire en sorte que mes équipes soient heureux et épanouis dans leur taf? Tout le temps la même chose. Et ensuite, nous, la solution reste souvent la même chose, surtout qu'on est sur de l'audit. Donc, on va faire du conseil, on va faire des recommandations par rapport à leur stack d'outils, par rapport à leur process. Du coup, leur recommander les bonnes solutions. Plus un plan de formation, un plan d'accompagnement avec des ateliers qui sont déjà préfaits ou sur mesure en fonction de l'accompagnement. Mais si vous voulez, la trame reste 90% à chaque fois la même chose. Et plus on fait du coup de manière mécanique ces propositions, plus moins on met d'efforts dans la personnalisation de la proposition. On essaye de l'adapter un peu dans le discours en disant qu'on l'a fait pour lui, etc. Mais dans les faits, cette proposition n'évolue pas. Et donc,
Ça, j'ai l'impression que ça pose un énorme problème. En tout cas, moi, ça me posait un énorme problème. Typiquement, le fait de voir plein de gens dans la semaine, il y a même des fois où j'allais dans les rendez-vous, donc les R2. Il y a les rendez-vous 1, on les appelle les R1, et les R2, c'est les rendez-vous où on fait les propositions. J'arrivais, je savais même plus qui était le client, j'avais plus les notes, et j'avais juste ma présentation type, et je la faisais. Et ça, quand j'y repense, c'était vraiment scandaleux parce que je me rends compte que le taux de closing, du coup, est amené à diminuer avec cette approche. Alors que si on arrive avec une approche personnalisée qui prend un petit peu plus de temps, qui fait un petit peu chier parce que tu dois le préparer, c'est pas scalable, et cetera. Donc, tout de suite, on sort du côté systématisation, en tout cas création de système. Et donc, on a moins envie d'investir de temps là-dessus. Mais quand on y repense, la question que je pense qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif justement d'une proposition? Quand vous avez l'habitude, vous, de faire une proposition à un prospect, un futur client, une personne que vous rencontrez, quel est l'objectif? Selon moi, ça va être de répondre à son besoin. Il a un besoin concret, on les a listés tout à l'heure, en tout cas pour notre persona. Ça se peut qu'il soit différent en fonction du persona. Surtout dans chaque entreprise, il y a peut-être un accent qui va être plus important. Peut-être rendre heureux les équipes, c'est hyper important par rapport à aller chercher du chiffre d'affaires. Et donc ça, faut le capter, faut capter ces informations-là pour personnaliser la proposition en fonction même de la personne qu'on a en face. Pareil, ça permet d'apporter aussi ce que veut la personne. Souvent, il y a des gens, ils vont être butés. Ils vont vouloir un truc parce qu'ils ont ça en tête, c'est peut-être pas ce dont ils ont besoin, mais c'est ce qu'ils veulent. Et moi, je suis plutôt du parti de leur donner ce qu'ils veulent, en tout cas surtout sur du service, et pendant l'accompagnement, leur montrer et leur prouver ce dont ils ont besoin. Si on arrive à le faire pendant la proposition, tant mieux, mais si on n'y arrive pas, tant pis, et avançons quand même ensemble, gagnons des points de confiance, notamment quand on est dans le conseil ou dans le service, et comme ça, on arrivera du coup avec un rôle de conseiller, de consultant, de docteur pour les aider. Et pour moi, justement, c'est ces points de confiance qu'il faut aller chercher pendant les propositions. Et pour moi, il y a 3 points clés à aller chercher pour gagner la confiance de nos prospects. Le premier, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à comprendre subtilement que nous, on sait faire quelque chose que eux ne savent pas faire. Et ils se rendent compte, on a réussi à ouvrir les chakras et à montrer une autre porte, une autre fenêtre, une autre possibilité dont eux, ils avaient même pas la connaissance ou l'existence, ou en tout cas, ils pensaient que ça existait, mais ils ne savent pas comment le faire, et qui pourrait totalement changer leur métier. Le deuxième point, faire en sorte qu'ils sentent que l'on a vraiment bien compris leurs enjeux, bien compris leur contexte, et qu'on sait comment on va pouvoir les aider. C'est comme un médecin, par exemple, lorsqu'on va chez le médecin, il va nous faire un diagnostic. Il va nous dire: «Ah bah, je vais prendre votre pouls, comment vous allez?» et cetera. Bref, nous poser les bonnes questions et on sait que le médecin, il a compris notre problématique, il comprend les patterns, il a déjà vu X patients qui ont ces mêmes symptômes et du coup, il a la bonne solution pour nous. Et le troisième point, c'est qu'ils arrivent à se dire que, c'est réalisable et qu'on peut construire ensemble le véhicule pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Hyper important que ce soit, selon eux, réaliste, atteignable, que ce soit ambitieux. Notamment dans notre cas, on va leur dire, on va augmenter le nombre de recrutements, on va vous aider à rencontrer plus de personnes qualifiées, tant de pourcents en plus, améliorer les taux de réponse, etc. Il faut pas que ce soit démesuré, démentiel pour qu'ils se disent « Ouah, c'est pas du tout réalisable ». Ou même que l'objectif qu'ils ont envie d'atteindre, en fonction du véhicule ou de la proposition qu'on leur met en face, il faut absolument qu'ils se disent « Ok, c'est la bonne solution et je suis convaincu qu'avec ces étapes-là, je vais pouvoir y arriver ». Et donc ça va passer par des business cases, des explications de comment on a réussi à mettre ça en place, les bénéfices qu'on tirait du coup
nos clients, des témoignages vidéo. C'est ce sur quoi on n'arrête pas de travailler. Au final, passer à la chaîne, plein de gens en R2, donc faire plein de propositions de manière mécanique, je me suis rendu compte que je privilégiais la quantité de personnes que je rencontrais et de propositions que je faisais, plutôt que la qualité de mes propositions. Et au final, on se rend compte de manière très simple que 4 deals, par exemple 4 propositions faites et 2 deals closés, ont plus d'impact et sont plus pertinents que 10 personnes rencontrées et seulement 2 deals closés, donc le même résultat, mais un nombre de propositions faites beaucoup plus importante d'un côté, mais de manière mécanique, en fait. Et du coup, ces 4 propositions qui sont faites, elles sont ultra qualitatives, elles permettent de mieux comprendre, adapter la proposition pour, mine de rien, la «scaler» entre guillemets ou l'utiliser pour une autre propale qui sera similaire. Donc on peut même réutiliser tout ça, donc il y a quand même un effet cumulé, en tout cas un côté de recyclage de ça qui fait que c'est bénéfique. On peut approfondir la métaphore du médecin. Un client doit être considéré comme un patient. Imaginons que vous allez chez le médecin. Lorsque vous allez chez le médecin, moi ça m'est arrivé là il y a pas longtemps, je suis allé chez un médecin que je connaissais pas du tout, c'était la première fois que j'allais chez elle. Et là, direct, en fait, je suis arrivé dans l'endroit. C'était chez elle, je pense que c'était chez elle. C'était un endroit ultra bizarre. Vraiment, genre, je me lavais les mains dans une sorte de salle de bain, c'était dégueulasse. Il y avait des affaires partout. Je rentre dans une sorte de salon, ça se voyait que c'était vraiment chez elle. Il y avait genre 2 tables, une table en verre, une table en bois qui étaient pas du tout coordonnées. Aussi, je pense, 6-7 chaises qui étaient toutes différentes qu'elle avait pris, je pense, dans la rue. Un gars qui était là, bref, sa salle, où elle, auscultait qui était juste à côté, on entendait tout. Et ouais, c'était, vraiment les points de confiance, de crédibilité, ceux-là, ils étaient cassés. J'avais l'impression vraiment que j'étais chez une folle, médium et cetera et que je qui allait me faire des trucs de vaudou, quoi. Au fur et à mesure, j'attends, du coup ça passe et après je la rencontre et donc là, dans sa posture et dans sa manière d'être, je comprends qu'elle est, passionnée par son sujet, qu'elle a un côté un peu folle, même dans sa manière d'être, mais qu'elle est hyper passionnée, hyper pointue sur tout ce qu'elle disait, sur les médicaments. Elle m'a imprimé un article qu'elle avait lu ce matin. Elle m'a dit: «Tenez, c'est un cadeau, je vous le donne parce que faites attention à ce type de médicaments. Ils sont pas du tout bons pour la santé. Il y a plein de gens qui les vendent. Il faut surtout pas que vous en preniez». Bref, elle avait quand même une expertise hyper pointue et un jugement qui était très bon, en tout cas très raisonné et qui avait du sens. Et donc cette personne-là, lorsqu'on est patient et qu'on va voir un médecin, on va se poser la question: «Est-ce que son diagnostic est cohérent? Est-ce que, je vais avoir confiance justement en son jugement? Est-ce que cette personne est passionnée et elle connaît son métier? Ou, est-ce qu'elle elle sait des trucs que moi je ne sais pas? Et du coup, est-ce qu'elle peut me guérir? Si oui, en combien de temps? Et quelle est la bonne solution?» Donc c'est toutes les questions que vont pouvoir se poser un prospect lorsqu'ils vont faire face à vous et qu'il va falloir, du coup désamorcer ou en tout cas rassurer sur chacun des points. Donc c'est pour ça que moi je dirais: positionnez-vous comme un médecin, comme un expert, comme un consultant. Vous êtes là pour aider les gens. Limite, faites comme si la personne qui est en face de vous, il y a sa vie qui est en jeu comme un médecin, comme un urgentiste, comme un chirurgien pourrait le faire avec un patient. Pour l'aider, lui trouver la meilleure solution, l'accompagner de manière sur mesure, personnalisée et qui a un côté unique et que la personne se sente vraiment privilégiée. Voici la conclusion de de ce deuxième point, de traiter, les gens comme des patients et également pour, conclure, que la proposition soit une dissertation. Pareil, je pense que la proposition qu'on va faire, il faut qu'on ait l'état d'esprit de se dire: «C'est comme une dissertation comme on avait, au lycée ou pendant les examens ou ce genre de choses». C'est une copie qu'on va rendre. Il faut pas être hors sujet. Il faut avoir bien compris le sujet, bien l'avoir étudié. Donc ça, c'est tous les verbatims, le contexte du client et surtout, s'assurer de faire un truc de qualité
pour que lorsque la personne va relire la copie, elle vous donne pas une mauvaise note et qu'elle vous mette un 20 sur 20. Et donc je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre. Et surtout, je sais pas si vous avez la même sensation vous, quand vous rendiez des dissertations, voilà, c'était quelque chose qu'on allait relire plusieurs fois, s'assurer qu'on avait bien répondu au sujet, prendre du temps, chouchouter la chose pour avoir une bonne note. En tout cas pour les élèves studieux. Le troisième point. Troisième enseignement, et celui-là, je pense que c'est l'un des plus importants en termes de mindset. Les petites victoires ont beaucoup de saveur et il faut savoir les savourer. Cette semaine a été très intense, moi, de mon côté. Donc, on peut facilement être attaqué par la fatigue, être attaqué par les petites choses, les petites défaites qu'on va pouvoir avoir et voir que ça. C'est très facile dans l'entrepreneuriat de voir aussi que les mauvais côtés des choses. Et imaginons, je sais pas, on rencontre 3 prospects, on fait 3 propositions, les 3 nous disent: «Oh là là, je vois pas du tout la valeur, je vois pas ce que ça peut m'apporter». Et donc là, catastrophe, on remet en question toute la boîte, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment c'est les bonnes choses pour eux?» et cetera et cetera. Alors que c'est important d'avoir conscience de ça et de tirer les informations pour améliorer les choses. Mais les petites victoires, il faut savoir les savourer parce que ça, c'est quand même un moteur hyper puissant. Les plus gros moteurs sont le pourquoi on entreprend, le why de l'entreprise, les motivations profondes, intrinsèques qui est mais pourquoi on va faire tout ça. Mais les petites victoires sont des sortes de shoots, on va dire, d'essence dans le véhicule qui vont nous mettre des petits coups de boost. Et ceux-là, je pense, faut vraiment les accueillir. Et donc, je pense à tous les messages qu'on va pouvoir recevoir, nous, de notre communauté, que vous allez pouvoir recevoir de personnes, peut-être sur LinkedIn, des gens qui vous suivent, des gens qui vous contactent, de vos prospects, des clients que vous accompagnez. Ça va être des merci de l'accompagnement, des événements que vous organisez. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous travaillez, qui vous remercient du taf effectué. Et même, je pense qu'il y a une notion, ça c'est hyper important aussi, sur le taf effectué, en tant qu'associé, de remercier, ou même manager, de remercier les gens avec qui vous travaillez. Toutes les personnes qui exécutent des choses dans la même direction, dans la même vision que vous portez, vers le même chemin, ils sont pas obligés de le faire. Et souvent, un côté un peu de normaliser, standardiser ou de banaliser les actions et de se dire: «En fait, c'est normal qu'elle fasse ça, c'est son taf et elle doit faire son taf». En fait, pas du tout. Les gens, ils mettent en place ces actions-là parce qu'ils croient en vous, ils croient au projet, ils croient, en la vision, en la mission de la boîte et je suis convaincu qu'il faut avoir énormément de gratitude envers ces gens-là et que chaque action bien exécutée est tout simplement une petite victoire. Une petite victoire, ça peut être aussi de l'argent sur le compte qui tombe, ça se fait toujours plaisir, même une petite somme. Pareil, quand on avance dans l'entrepreneuriat, on met des standards. Ouais, il faut qu'on fasse 54 chiffres d'affaires minimum, 100K, 120, etc., etc. Et en fait, on oublie et moi, du coup, on fait entre guillemets ce seuil minimum, mais ce qui est quand même énorme par rapport à 6 mois, 1 an et demi quand on regarde en arrière. Donc ça, je pense qu'il faut se le rappeler. Évidemment, c'est un standard à aller chercher, mais il faut avoir aussi de la gratitude envers ça. Et du coup, dans l'élan entrepreneurial, de vouloir toujours tout faire, voir le futur, mettre en place les actions, exécuter, et souvent on met un peu des œillères. Moi, en tout cas, ça m'arrive beaucoup de pas réussir à célébrer mes victoires. C'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Parce que moi, je me disais: «Est-ce qu'il faut pas justement être focus, regarder que l'avenir? Ça, c'est fait, OK, bon, ça sert à rien de me féliciter ou quoi, ou de savourer cette victoire-là. Let's go, moi j'ai besoin d'avancer, j'avance». Je vais aller chercher toujours plus. J'ai l'impression que j'arrivais jamais à me satisfaire de ce que j'avais. Du coup, l'enseignement de tout ça, c'est que on peut quand même viser haut, être ambitieux et tourner vers l'avenir, tout en savourant le présent. Et c'est ce qui donne du coup une quête beaucoup plus intéressante, beaucoup plus savoureuse. J'aime bien ce mot, un côté un peu gustatif, mais en tout cas ça donne du goût à ce qu'on fait.
et aussi du sens. Il y a une petite vidéo, moi, que j'avais bien aimée, que je vous recommande de regarder juste après cet épisode, si vous avez votre petit YouTube et que vous aimez bien ce genre de contenu. C'est les petites victoires du Paul Machaut. Je sais pas si vous l'avez déjà vu cette vidéo, moi je l'ai regardée juste après là, je vais me la retaper. Mais c'est plein de petites victoires de la vie, du quotidien, qui sont là, qui se célèbrent, alors que c'est des trucs totalement banals, typiquement, je sais pas, un ticket de métro qui passe. Genre, ils cherchent, tu vois, le ticket de métro dans le portefeuille. Souvent, on en a plein, on sait pas quel est celui qui va passer. Paf, celui-là, il passe, petite victoire, et là, ils font une grosse, grosse célébration. Voilà, c'est un peu cet état d'esprit, comment je célèbre rien que les petites actions. Je pense que c'est la petite conclusion, finalement, de cet enseignement. Célébrer chaque petit instant, chaque victoire, et la quête sera plus savoureuse. Miam miam. 4e enseignement, les amis. Le contenu égale crédibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de personnes vont créer du contenu, que ce soit sur LinkedIn, là comme je le fais en podcast, vont parler de leur vie, vont créer pas mal de contenu, mais vont pas aligner une stratégie et un objectif donné. Et c'est en écoutant le podcast Hyper Performance de Rémi, je sais pas si j'écorche son nom, c'est Loé ou Loyer, que j'ai pris conscience que la création de contenu avait comme objectif, il y a plein d'objectifs, mais un objectif qu'on oublie pas mal, c'est la crédibilité. Crédibilité, pourquoi? Parce que lorsqu'on crée du contenu, ce qu'on veut faire, c'est montrer notre expertise, montrer qui on est, avec qui on travaille, les résultats qu'on arrive à obtenir et rassurer les gens. Créer de la crédibilité. Se dire que dès qu'une personne aura ce besoin, elle va penser à moi, elle sait que je suis la bonne personne parce que je suis expert et je suis crédible. Et du coup, quand on réfléchit à sa création de contenu en se posant la question comment voir le contenu comme un levier de crédibilité, et bien la création de contenu prend tout son sens et même la stratégie marketing, je dirais même, ou stratégie communautaire prend également plus de sens. Lorsqu'on met de l'intention dans sa création de contenu en pensant crédibilité, moi ce qui m'évoque, par exemple de notre côté, c'est comment on va réussir à créer des assets qui vont nous rendre crédibles. On a créé par exemple des assets qui sont la communauté, on a une communauté de 3000 recruteurs, même 4000 maintenant. Ça nous donne une crédibilité que 4000 personnes se sont intéressées à notre communauté et sont dedans et échangent. Autre asset qu'on a pu créer ou événement qu'on a pu faire, des webinars. Au webinar, on a 1200 personnes qui participent à nos webinars. Apéro, on fait des apéros, il y a une centaine de personnes. Contenu et post LinkedIn, on va parler de nos clients, on va parler des résultats qu'on a pu obtenir, de notre expertise, des nouveaux modules, un nouveau module qui est sorti d'ailleurs cette semaine, petite news, module IA pour les recruteurs. Toutes ces choses-là alimentent notre crédibilité sur le marché. Et c'est hyper important, et nous on le fait de manière naturelle, mais d'être drivé par cette direction. Et lorsque j'y pense, les choses qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, selon moi, et qu'on devrait plus faire, ça va être de montrer et de mettre en lumière des experts dans notre domaine. Au début, on faisait pas mal de masterclass ou des webinaires où on invitait des personnes qui étaient des sourceurs renommés, réputés, des recruteurs qui étaient beaucoup suivis. Et on a pas mal arrêté. En fait, on a arrêté parce qu'on avait un problème de diffusion. On le faisait pour notre académie, pour notre produit, et on le diffusait pas assez bien, en tout cas en externe. Du coup, c'était beaucoup de temps passé pour peu d'impact externe. Et plus j'avance, plus je repense, par exemple, au podcast que j'avais créé qui s'appelle Conseil de grosse, qui est toujours d'actualité, qui est toujours en ligne. Le dernier épisode, je crois, est sorti la semaine dernière. Donc, on est arrivé à 103 ou 104 épisodes. Ah, d'ailleurs, je vais faire un épisode. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse un épisode pour clôturer ce podcast-là et parler du nouveau podcast et remercier aussi tout le monde avec beaucoup de gratitude.
Je me le note de le faire. Mais typiquement, créer un podcast, ça, c'est un levier ou un contenu qui est magnifique pour aller chercher de la crédibilité. Moi, j'ai pu interviewer des Guillaume Houbèche, des Benoît Dubos, des Kevin Dufresne, des Yoann Lopez. Bref, plein de gens qui étaient très connus dans l'écosystème, très renommés. Et même moi, je pensais même pas qu'ils allaient pouvoir me répondre, et qu'ils allaient vouloir me répondre et accepter l'invitation. Et le podcast est un moyen magnifique pour échanger avec des personnes sans forcément qu'ils nous connaissent, et surtout qui va créer du contenu qui va vous rendre visible et visible l'invité. Donc il y a un double intérêt. Donc c'est pour ça que les gens acceptent l'invitation. Et du coup, nous, on n'a pas du tout assez capitalisé là-dessus. Et je pense qu'il faut absolument le faire parce que les gens, du coup, s'associent souvent à des personnes. Je prends un autre exemple. Je sais pas si vous suivez un peu Le Crayon, Valorant. Big up à notre cher ami Valorant, avec qui je suis pas mal son aventure et ce qu'ils font du coup avec Sixteen, Jules et Antonin. C'est un média qu'ils font pour les jeunes et pour remettre, entre guillemets, un... Je sais pas si je présente très bien ce qu'ils font. C'est un groupe média. Ils ont plusieurs branches. Et leur vision globale, c'est comment on va réussir à faire en sorte que les gens puissent s'élever, prendre la parole, être leader d'opinion sur leur sujet, et surtout rattacher des milieux qui sont totalement différents et créer des débats qui sont intéressants et toucher les nouvelles générations. Je ne sais pas si ce pitch sera retenu, mais voilà comment je peux l'exprimer. Il y a une vidéo qui représente très bien ce que je viens de dire. Ils ont fait une vidéo avec un prêtre et une prostituée qu'ils ont mis du coup dans une même salle où ils ont échangé du coup sur les sujets de pornographie, de sexualité, etc. Et c'était un débat hyper intéressant et on voyait que les deux parties étaient très alignées sur beaucoup de valeurs communes et il y avait des choses qui les différenciaient, mais avec beaucoup de bienveillance et de respect de l'un pour l'autre. Et donc typiquement Le Crayon, là ils sont allés voir, ils ont interviewé Emmanuel Macron, pareil c'est un contenu qu'il faut que je regarde. Ils sont allés à l'Élysée, ils ont interviewé Emmanuel Macron, ils en ont fait du coup une vidéo YouTube et des posts LinkedIn. Et dès qu'on arrive à aller chercher des personnalités comme ça, en tout cas nous quand on voit ça de manière extérieure, on dit waouh, ils ont percé, waouh, ils ont réussi, waouh, ils sont hyper chauds. Et donc ça donne un côté preuve sociale où en tout cas on associe les gens avec qui ils sont et donc ça crédibilise encore plus leur marque. Donc si je résume, au quotidien, de manière efficace et actionnable et pratico-pratique, selon moi, il faut aller chercher des posts en mode expertise pour montrer ce que vous faites de manière subtile, mais plutôt répondre à des use cases, mais pas que. Il faut pas que faire ça parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire que ça. Malheureusement, ils vont toucher une audience qui va être trop petite et ils vont pas aller agrandir l'audience avec des contenus un peu plus top of the funnel qui parlent à plus de gens. Montrer des use cases clients, des choses que vous avez pu faire, des résultats que vous avez pu obtenir, des verbatim, des clients qui témoignent de ce que vous faites. Ouh là là, je commence à être en saturation et plus d'air. C'est bientôt la fin de cet enseignement. Mettre en lumière les références que vous avez dans le domaine, que vous connaissez, les personnes qui sont identifiées et les mettre en avant. Créer des events avec de l'impact et avec du beau monde. Conclusion de tout ça, ayez ce mindset. Comment mon contenu peut me rendre plus crédible? Petite respiration, petite gorgée d'eau, et on part sur l'enseignement numéro 5. Et c'est parti, c'est parti. Ok. Enseignement numéro 5. Celui-là, il va aller assez vite. Il est assez simple. S'entourer des meilleurs qui resteront longtemps. Bon, la phrase n'est pas incroyable. Elle n'est pas très marketing. Mais globalement, c'est comment vous pouvez vous entourer des bonnes personnes qui resteront longtemps dans votre boîte et surtout, c'est hyper important. En fait, je me rendais pas compte à quel point
le futur de votre boîte et votre navire dépend la destination et à quelle vitesse va aller votre, navire dépend de son équipage. Si je fais la comparaison avec un bateau. Toutes les personnes qui travaillent chez vous ont un rôle bien spécifique et si elles quittent le navire, bah, il y a moins de rames, ils arrivent à moins mettre, du coup les voiles dans les bonnes directions et cetera, ce qui fait qu'on peine à avancer et surtout ça prend énormément de temps de, de former les gens, de les onboarder et c'est du temps homme que vous investissez sur des potentiels recrues, bah, des personnes qui vont rester. Du coup, vous faites un pari sur des personnes. Et donc ça prend du temps, ça peut coûter hyper cher de pas bien recruter les bonnes personnes. Nous, ça nous est arrivé, par exemple, sur des freelances qu'on avait recrutés sur le call, on n'avait pas bien défini les bons contrats. On avait pris un contrat au rendez-vous fixé, donc c'était bien, la personne elle faisait, je sais pas, 10 rendez-vous, 20 rendez-vous dans la semaine. Mais les personnes qui a fixé, eh ben, ils se pointaient pas au rendez-vous. Donc il y avait une personne qui avait fait 30 rendez-vous fixés et au final, on a eu 3 vrais rendez-vous effectués de cette personne. Donc là, c'est problématique. Nous, notre output qui est hyper important pour nous, c'est le rendez-vous effectué. Le contrat était pas bien défini parce que on faisait payer 40 € le rendez-vous, les personnes potentiellement ne venaient pas, et en même temps, plus ils fixaient de rendez-vous, imaginons dans une semaine, ils en faisaient 20, bah, la semaine d'après, ils se disaient, bon, bah, c'est chill, j'en ai fait 20, j'ai plus besoin de me faire des thunes, et je le ferai plus tard. Et donc là, il y a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas du tout à prédire la ressource call, en tout cas fixer des rendez-vous, et ce qui fait que c'était pas du tout prédictible, ou en tout cas, nous, on devait faire un effort supplémentaire et compenser. Donc là, on a revu ce contrat de manière différente et faire en sorte que du coup, les personnes qui travaillent avec nous travaillent, par exemple, une journée, 1 heure dans la journée, et ça toute la semaine. Donc on est sûr d'avoir un flux constant et que les personnes soient engagées de manière récurrente. Pareil, on a pris une nouvelle personne, là je suis très content parce que j'ai recruté, je sais plus si vous vous souvenez, dans les 2 derniers épisodes, j'en parlais peut-être. Une personne sur la partie Product Ops. Donc on a notre produit, comment on va améliorer notre produit et le service qu'on propose à nos clients et aider les coachs qui accompagnent nos clients. Donc pour ça, il va falloir trouver des solutions, des bonnes stacks techniques, etc., etc. Je vous passe tous les détails. Et donc, on a recruté un freelance qui s'appelle Stan, je n'en dirai pas plus, et qui nous aide sur cette partie-là, et je suis hyper content. Pourquoi ? Parce que j'ai bien revu la fiche de poste. En fait, au début, on allait partir sur une mauvaise fiche de poste, et c'est là où je mets l'importance aussi de bien définir votre besoin. Et en fait, c'est vraiment ça le sujet. C'est plus ça. C'est définissez hyper bien les missions que vont avoir les personnes sur ce poste. Et surtout, prenez ces missions-là et projetez-les dans 3 mois, 6 mois, et peut-être pas 1 an, parce qu'on est quand même sur des phases. Tout dépend de la maturité de votre boîte. Mais sur des boîtes qui sont récentes, fixez 3 mois, 6 mois, en tout cas pour vous demander, même 1 an en vrai vous pouvez, vous demander est-ce que c'est la bonne personne aussi pour l'avenir. Il faut penser plus comment recruter la bonne personne pour demain que pour répondre à l'enjeu d'aujourd'hui. Parce que sinon, on se retrouve avec des personnes qui résoudent le problème d'aujourd'hui, mais qui dans 3 mois seront plus les bonnes personnes. Du coup, on s'en sépare. On aura passé beaucoup de temps à les recruter et finalement à les former et finalement elles seront plus là. Donc ce Stan, c'est parfait parce qu'on a revu la fiche de poste. Au début, on voulait des customer success. Finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment le produit qu'il fallait améliorer et le service qu'on est délivré, et surtout qu'il y a un axe marketing pour faire cette feedback loop. Waouh, j'arrive plus à le dire. Cette feedback loop. Feedback loop. Et du coup, cette feedback loop, elle nécessite une compétence marketing, commerciale et une bonne compréhension du coup de la loupe. Et donc Stan était la bonne personne. En plus de ça, et donc moi c'est le conseil que je recommande aussi pour les personnes qui travaillent avec des freelances, tout dépend des missions évidemment, mais d'avoir des personnes qui soient owner des sujets, donc responsables et décisionnaires globalement, et qui peuvent prendre en lead les choses, et exécutantes. Souvent il y a des problèmes dans les entreprises quand on va recruter. Par exemple, on recrute un head of sales. Le head of sales, j'ai l'impression que c'est toujours le
le problème de toutes les boîtes. Le head of sales, c'est une personne qui va gérer l'équipe, mais qui va pas vendre. Du coup, elle coûte une blinde et elle ramène pas d'argent. Sauf, justement, en manageant les gens qui vont ramener de l'argent, mais c'est pas toujours le cas, ou en tout cas, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas une personne qui est exécutante. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de personnes qui soient honneurs d'un pôle, honneurs d'un sujet, cette année, honneurs de la roadmap, de la feedback loop, etc. Et qui puissent exécuter, donc exécuter la roadmap, exécuter de manière opérationnelle, faire des automatisations et des workflows qui vont être bénéfiques. Conclusion. Prenez bien le temps de définir en amont votre besoin, l'enjeu et les missions que vous voulez confier à cette personne. Et vous verrez, ça vous fera gagner beaucoup de temps. 6e enseignement, les amis, 6e enseignement. On arrive bientôt à la fin, il nous en reste plus que 2. Ne pas remettre tout le temps en question la stratégie, mais modifier. Ouais, je mâche mes mots, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pense que ça va être horrible de m'écouter. En plus, là, j'ai l'impression que je parle du nez. Je crois que je dois avoir des allergies. Je sais pas pourquoi. Et là, je vais faire un effort pour articuler un peu plus, pour que ce soit digeste pour vous. Je vais m'adapter. Je suis désolé. Je vais aller à l'encontre de ce que mon corps veut. Je me concentre. 6e enseignement. Ne pas remettre tout le temps en question la stratégie, mais modifier la tactique. Parfait. Pourquoi je dis ça? Pareil, c'est ce qu'on a vécu pas mal cette semaine. Grosse remise en question des offres. Cette offre-là, elle marche avec les financements, notamment parce qu'on fait de la formation, mais on a du mal à la vendre upfront sans financement. On a d'autres offres qui on arrive, donc là je parle de l'offre coaching de base, autre offre qu'on arrive à vendre upfront, académie, donc là ça marche, et donc ça on est nickel, mais on voulait aussi créer une nouvelle offre qui était plus consulting, où nous on implémente. Bref, on développe plein d'offres en même temps, ça remet en question aussi notre positionnement, notre stratégie. Et du coup, il y a beaucoup de discussions qu'on a eues avec Hugo et Marilou qui remettent en question les choix stratégiques que l'on fait et l'orientation de la boîte. Donc, ce qui n'est pas rien. Et tout ça, j'ai l'impression que le problème numéro 1, et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin du 2e quarter, donc ça va être le moment de revoir ce truc-là, c'est la vision. La clarté de la vision, les amis. La vision. Je pense que tout le monde en parle de la vision, mais personne n'a le réel process pour bien la définir. Et surtout, c'est tellement long. Tellement de discussions, c'est tellement long. Là, nous, on sait qu'on a un horizon. Donc, si on reprend notre bateau, imaginons qu'on veut aller aux États-Unis d'Amérique. On ne sait pas si on veut aller à New York ou un petit peu plus haut et qu'on veut aller au Canada, etc. On sait qu'on va vers cette partie-là. Ça, c'est évident. Mais le port précis où on va accoster, c'est encore un peu flou. Et donc, c'est ce côté flou qui fait que notre cap, il est pas bon. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est vraiment un éternel problème parce que quand tu es tout seul à bord du navire, c'est simple de dire il faut aller là-bas. Mais quand tu es 3 décisionnaires fondateurs, ça devient plus compliqué. C'est comme si tu avais 3 capitaines. Donc, chacun se dit il faudrait aller là-bas. Non, mais c'est plutôt là-bas. Mais attention, il y a du vent. Ou attention, il y a les marées, il y a les tempêtes, etc. Ce qui fait que le cap change, se modifie. Et c'est compliqué de se mettre tous d'accord sur un truc et de le graver dans le marbre. Et tout ça, ça a un énorme impact pour le quotidien. Toutes les choses que l'on fait de manière quotidienne, on va les remettre en question et on va se demander est-ce que ces choses-là que je suis en train de faire sont les bonnes choses et auront de l'impact ou auront de l'importance pour demain. Si notre vision n'est pas claire, on va remettre en question même les tâches du quotidien. Et donc c'est compliqué d'avancer à 2 vitesses dans la réflexion stratégique et dans l'exécution, où du coup il y a moins de sens dans ce qu'on fait.
Et donc c'est tout l'enjeu du sujet là. C'est comment on arrive à bien exécuter tout en ayant ce côté stratégique qui réfléchit. Mais le problème avec ce côté stratégique qui réfléchit, c'est que s'il réfléchit trop, et ben là on perd tout le monde. Tout l'équipage est pas content, on se demande où est-ce qu'on va aller, il y a une rébellion, bref c'est une catastrophe. Et donc c'est pour ça qu'il faut, selon moi, ajuster la tactique. Donc la stratégie, ça va être la direction qu'on va prendre, il faut la garder. Et dans cette direction, il faut faire, je ne sais pas si vous voyez en bateau, ça s'appelle le louvoyage. On va tirer des bords quand le vent est devant et de face, quand on a des voiliers. Parce que oui, j'ai fait un petit peu de voile. Donc, voilà, depuis que j'ai 7 ans, j'aime bien la voile. Donc je connais le louvoyage. Voilà. Et le louvoyage, c'est quand le vent est de face, et vous pouvez pas remonter le vent facilement. En tout cas, c'est un vent s'appelle le près. Vous pouvez le remonter, mais vous n'allez pas aller pile poil en face comme vous aimeriez faire. Du coup, il faut tirer des bords, faire des droites, gauche, droite, gauche pour remonter. Et donc c'est ça un peu la tactique, selon moi. Il faut trouver les bons leviers qui vont permettre d'améliorer l'efficacité, mais qui soient toujours alignés avec la stratégie et pas remettre en question tout le temps la stratégie. Les questions que ça me fait me poser, c'est que cette vision, on a un horizon, on s'affole pas heureusement, et je suis content qu'on arrive à ces sujets parce que c'est vraiment de l'affinage et c'est bien. Il faut aller dans cette direction-là, mais c'est hyper important. Quand c'est pas clair et ça se ressent. Donc, il faut se mettre face à ces sujets. Et du coup, les questions que je me pose concrètement, c'est comment bien définir cette vision? À quelle fréquence il faut la revoir? Parce que est-ce qu'on est toujours aligné avec cette vision? Est-ce que tout le monde est toujours aligné avec cette vision-là? Surtout dans notre cas, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'on a décidé de mettre notre vision personnelle et nos missions personnelles au centre de notre boîte et que notre boîte soit au service de notre vie perso et non l'inverse. Ce qui facilite pas du tout la chose parce que du coup, effectivement, les situations de chacun influent encore plus la vie. Mais du coup, il faut la revoir de manière fréquente, à quelle récurrence, et comment la matérialiser, comment faire en sorte d'avoir quelque chose de concret, acté, en face des yeux de chacun et qu'on puisse revoir et retravailler tous les 3 mois, par exemple. Au final, j'ai pas les réponses de tout ça, mais en tout cas, je vais expérimenter. Là, en réfléchissant, je pense qu'il faut la revoir tous les 3 mois, tous les trimestres, en tout cas au début, et après, je pense qu'il y a moins besoin de la revoir. La matérialiser sur un Notion, par exemple, ou sur un document qu'on signe, voilà, que ce soit acté et qu'il soit accessible aussi à chacun. Peut-être la remettre dans le Slack, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, pour que tout le monde soit d'accord, et que ça soit aussi ancré dans les têtes de chacun. Je pense que ce serait bien de faire des ateliers, voilà, de manière récurrente aussi, ça serait bien. Mais tout simplement, ce que j'ai envie de dire là, le message que j'ai envie de faire passer, c'est attention à pas changer justement la direction trop souvent et tout le temps. Je pense que c'est bien de le faire, mais il y a des moments où il y a un plan. Quand il y a un plan qui est fixé sur 2-3 mois, exécutons le plan, faisons confiance à la stratégie qui a été définie à l'instant T, allons à fond dans l'exécution et on fait l'état des lieux dans 3 mois. Évidemment, si la boîte est en danger, s'il y a plus d'argent, il faut changer, il faut pas être con et aller à fond là-dedans, quoi. Mais je pense que c'est bien d'avoir ces moments stratégiques et exécutants. Et il faut pas mélanger les deux parce qu'après, sinon, on n'exécute pas bien. Et au final, on n'a pas les bons enseignements. Donc c'est ça le message. Définissez à fond votre destination. Et tout le reste sera plus simple. Toutes les choses que vous allez faire dans votre quotidien, tous les choix que vous allez faire ou prendre, vous allez toujours mettre le prisme et le filtre. Est-ce que ça correspond à la vision? Et toutes les décisions seront plus simples. Je vous tiens au courant. Moi, j'ai taffé dessus tout le mois de juin. Ça va être mon objectif pour qu'on arrive à lancer un nouveau plan 90 jours. Donc nous, on s'organise comme ça. On fait des plans de 90 jours. Donc, ça fait 3 mois qui représentent tous les quarters avec des objectifs, des OKR.
Et donc, ça nous permettra de bien aligner tout ça. 7e point, les amis. 7e point. On arrive à la fin. On est déjà à 1h05. 1h05 que vous écoutez si vous êtes toujours là. Et bah, ça fait plaisir. Le dernier enseignement, ça va être avec un mental de guerrier, rien ne peut t'arrêter. Ah, celui-là est pas mal. Celui-là est sympa. Je prends une petite gorgée. Une gorgée finale. Et puis on est parti. Ok. Avec un mental de guerrier, rien ne peut t'arrêter. Il y a forcément des moments où vous avez des moments de doute, des points de faiblesse. Vous allez douter de vous, de votre boîte, de vous-même, de vos collaborateurs, de ce que vous faites, de la valeur que vous pouvez apporter à vos clients. Tous ces points de doute, il y en a qu'il ne faut pas voir. Il y a d'autres sujets qui vont impacter votre boîte. Je dis n'importe quoi, imaginons que votre... ça, je pense que ce serait le pire truc, mais imaginons que vous travaillez avec 20 clients et les 20 clients, ils sont pas contents. Là, il y a un vrai bug. Là, il y a un vrai bug, il y a une vraie incohérence. En tout cas, vous n'allez jamais pouvoir monter un business où les gens sont pas contents. Et donc ça, faut pas mettre d'œillères dessus. Moi, j'ai trop fait ce truc-là, de se dire, il y a ce problème-là, il y a cet incendie-là, on le minimise, on met pas assez d'importance sur ce sujet. C'est pas forcément... nous, les gros sujets, si je vous donne des exemples, le sujet des financements. Financement, il y a des financements qui sont disponibles pour les entreprises pour financer de la formation. Ils ont été réduits. Et du coup, il y a moins de gens qui sont aptes à prendre nos formations. En tout cas, ils ne sont pas financés à la hauteur que ce que c'était avant. Donc, plus dur à vendre. Ça, on l'a grave minimisé. Donc ça, c'est arrivé début janvier. Ça nous a impacté sur le début de l'année. Et on a un petit peu agi, mais on l'a beaucoup minimisé. Il y a beaucoup de choses qui sont importants de prendre en compte pour ne pas juste faire l'autruche, entre guillemets, mettre la tête dans le sable et se dire j'ai pas vu et j'avance quand même. Dans ces périodes-là, c'est assez compliqué de se dire comment face à ces nouvelles-là, je suis pas impacté émotionnellement et je suis pas down. Et donc, effectivement, un des réflexes va être d'éviter le problème et du coup de pas le traiter. Comment être toujours en mode guerrier, motivé et faire abstraction justement de ces sujets. Et justement, comment ne pas mettre d'œillères, voilà, c'était les petites notes que je m'étais mises, sur ce qui ne va pas. Je voulais vous partager une petite maxime, un petit proverbe que j'avais entendu quand je suis parti faire ma méditation en Inde. J'ai pas repris exactement le même schéma, mais je l'ai tourné un peu différemment pour que ce soit plus explicite et compréhensible. Imaginez deux enfants. Deux enfants qui sont dans des familles, imaginons, je dis n'importe quoi, en province, en Inde. Et ils ont besoin, en tout cas les enfants ont comme mission d'aller chercher de l'huile pour leur famille. Donc les deux enfants partent, vont au marché, vont acheter l'huile et reviennent du coup dans leur famille, mais sur le chemin, petite péripétie, attention, ils tombent tous les deux. Ils sont pas du tout ensemble, hein, mais ils tombent tous les deux ont la même situation, ils tombent et ils cassent la bouteille d'huile, mais ils arrivent à sauver quand même certains bouts, en tout cas, elle se casse en deux et du coup, il reste la moitié et dont l'huile qu'il y a dedans, mais il ne reste plus que la moitié dans cette bouteille d'huile. Les deux enfants rentrent dans leur famille et il y a un premier enfant qui va voir du coup sa maman et qui lui dit, l'enfant 1 lui dit: Maman, je suis tombé, j'ai cassé ma bouteille d'huile, mais ça va, j'ai réussi à sauver la moitié. Donc, on va se contenter de cette bouteille-là, voilà, il reste que la moitié.
Et du coup, eux, ils avaient l'habitude d'aller chercher, voilà, toutes les semaines, l'huile d'olive. Donc c'est-à-dire que la moitié de la semaine, la famille n'aura pas d'huile et du coup l'enfant dit: «Bah, on va se contenter de celle-là, c'est très bien». Le deuxième enfant, pareil, qui était tombé, qui avait la moitié de la bouteille, perdue aussi, va voir sa maman en disant: «Ah, je suis désolé, je suis désolé. Bon, ça va parce que j'ai réussi à sauver la moitié de la bouteille, mais par contre, il nous manque de l'huile pour la moitié de la semaine et ça, j'en suis vraiment désolé parce que c'est impactant pour la famille, on va pas pouvoir bien manger». Du coup, je repartirai plus tard dans la semaine, donc mercredi, je retournerai au marché pour reprendre une bouteille d'huile pleine. Et donc dans la situation 1, l'enfant va dédramatiser la situation et va se dire: «Ça va aller», alors que, bah, la famille ne va pas pouvoir avoir d'huile et le deuxième, évidemment, prend les choses en sa responsabilité et va aller chercher l'huile qu'il faut pour la famille. Ce que ça nous fait dire tout ça, c'est que voir la réalité en face est hyper important et faut activer justement ce côté mode guerrier, moi j'appelle ça le mode guerrier, qui va être de reprendre ses responsabilités et passer à l'action, comme le deuxième enfant. Un guerrier, pourquoi j'appelle ça un mode guerrier? Parce que déjà un guerrier, c'est une personne qui, je trouve, est assez bah, que j'admire ce «personnage» entre guillemets, parce qu'il a un combat, il a une mission qu'il doit accomplir. Je je suis pas dans l'admiration justement de l'action de la violence, mais plutôt de l'homme qui a cette mission qu'il veut accomplir. Et surtout un guerrier, ça incarne des valeurs qui sont hyper importantes. Un guerrier, c'est un homme qui est ou une femme, une guerrière, courageuse, qui fait face à la peur. Donc c'est-à-dire qu'elle a conscience que, bah, il y a des troupes ennemies en face, que cette personne va peut-être mourir au combat, qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a du danger, mais elle y fait face. Il y a un côté discipline. Elle sait se contrôler ses émotions, suivre les règles qu'elle s'impose elle-même. Un guerrier, c'est une personne qui va s'entraîner dur pour être compétent, pour être à la hauteur. Et donc il y a un côté discipline et autodiscipline qui est très honorable. La loyauté, c'est une personne qui va être fidèle, qui va se dévouer envers les autres. Et aussi une personne qui a cette valeur de l'honneur, de dignité, de respect de soi et des autres. Et je trouve que cette image du mode guerrier, elle permet de schématiser avoir un schéma de pensée qui est le suivant. Imaginons que j'ai un problématique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme problématique? Je n'arrive plus à vendre. En tout cas, de toutes les propositions que je fais, il n'y en a aucune qui passe. Là, il y a un problème. Soit, du coup, le schéma 1, qui est pas le bon, hein, évidemment, ce serait, bah, je mets des œillères, c'est pas grave, je continue à faire ce que je fais et je continue, j'avance comme ça. Ou le schéma 2, mais en fait, et c'est là le mode guerrier qui arrive, j'ai conscience de ça. OK, j'arrive pas à vendre. C'est un problème, c'est une problématique. Pourquoi j'arrive pas à vendre? C'est dur parce que je me remets en question. Je suis incertain, je suis peut-être pas bon, et cetera. Donc je fais face à toutes mes peurs et je vais agir de manière loyale envers mes associés, envers toutes les personnes qui sont dans le projet parce que je me dois de faire face à cette situation. Et surtout, bah, je vais mettre en place les bonnes actions avec discipline pour trouver la solution. Conclusion de ce dernier enseignement. Il va être important de prendre conscience justement de ces choses-là, de se responsabiliser et d'activer votre mode guerrier pour résoudre ces problèmes et les affronter et trouver les bonnes solutions. Je vous résume les 7 points, les 7 enseignements qu'on a vus ensemble. Le premier, le digital est un moyen pour créer des relations réelles. Le deuxième, traitez chaque client comme un patient et faites de vos propositions des dissertations. Les petites victoires ont beaucoup de saveurs, donc savourons-les pour donner du goût à la quête. Le quatrième, le contenu est égal crédibilité.
faites en sorte de penser comment je crée mon contenu pour qu'il me rende crédible ou rende mon entreprise crédible. S'entourer des meilleurs, donc les meilleurs qui vont composer votre équipe et qui vont rester longtemps dans votre boîte et qui correspondent aussi aux missions de demain. Ne pas remettre en question la stratégie trop souvent, en tout cas pas dans l'exécution, mais modifier la tactique. Et finalement, avec un mental de guerrier, rien ne peut vous arrêter. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite un bon week-end si vous écoutez ce podcast ce samedi. Samedi, j'ai pas dit la date d'ailleurs, on est samedi 8 juin. Et allez-y à fond. Motivation et full guerrier, résilience pour tout niquer. Voilà. Et profiter de la vie, c'est important. Allez, ciao!